Été élus, les salariés dans l'usine autour de nous ont dit c'est pratiquement gagné. Très majoritairement, ils avaient voté Hollande au premier tour et Hollande au deuxième tour. Et Hollande allait protéger notre usine. Il allait empêcher la fermeture. Certains, je me souviens d'un ancien qui me disait mais tu vois, tu t'es trompé en nous disant que Hollande il sera pas de notre côté. Il a pris la DS5 comme voiture de fonction, comme voiture présidentielle. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Les gars, ils en étaient là. Entre espoir et amertume, fin octobre, une réunion tripartite s'ouvre à Bercy. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a convié autour de la même table tous les acteurs du dossier. La presse est invitée. Les syndicats de PSA ont bataillé pendant plusieurs semaines. Ils ont fini par obtenir l'ouverture de négociations. Au 7e étage du ministère des Finances arrive Jean-Pierre Mercier pour la CGT, puis Tania Suceste, déléguée du SIA, le syndicat indépendant de l'automobile. Quelques minutes plus tard, Philippe Varin, le président du directoire de PSA, les rejoint. Mais cette ouverture de dialogue, sous la houlette d'Arnaud Montebourg, ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Car quelques heures avant la rencontre, le gouvernement a dû assumer une décision difficile. Son boulot n'était pas facile parce que le gouvernement venait de mettre sur la table 7 milliards de garanties pour la banque PSA Finance, 7 milliards, sans demander aucune contrepartie en termes d'emploi. Je voudrais donner un certain nombre d'éléments de précision au sujet de la banque PSA Finance. Si cette banque était en difficulté, on imagine la déflagration sur les ventes de PSA, puisque c'est cette banque qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des crédits bon marché permettant d'acheter des voitures produites par le groupe PSA. De fait, les problèmes de la capacité accélèrent les difficultés du groupe, et cette garantie est une garantie financière qui ne consiste pas en un chèque, mais en une garantie octroyée au cas où la banque se trouverait elle-même en difficulté. C'est une garantie pour l'avenir du premier constructeur automobile. C'est quand même fort de café qu'une entreprise qui licencie à tour de bras, qui va supprimer plusieurs milliers d'emplois, le gouvernement met 7 milliards de garanties d'argent public, 7 milliards d'argent public de garantie pour une banque, alors que les actionnaires ont largement les moyens financiers d'assurer leur propre banque. À l'usine, à l'heure du changement d'équipe, ces 7 milliards de caution accordés par le gouvernement à PSA ont bien du mal à passer. Vous savez ce qu'ils disent les gens? 7 milliards, on est 3500. Calculez combien ça ferait par salarié. Tout simplement. Pourquoi eux? Pourquoi toujours les mêmes qui empochent? On a une bande de pillards, il n'y a pas d'autre nom, qui méprisent les gens, qui méprisent le gouvernement, qui méprisent tout le monde. Et l'État continue à leur donner du pognon. Mais c'est quoi ça? C'est la Marine nationale qui ravitaille les pirates. C'est la Marine nationale qui ravitaille les pirates. Philippe Varin n'a cessé de le répéter, le dialogue social sera exemplaire. En revanche, sur le nombre d'emplois supprimés, il restera inflexible. Il a réaffirmé là, en tout cas il n'a pas bougé sur les 8000 suppressions d'emplois. Des questions lui ont été posées, il n'a pas répondu, il n'a pas évoqué les contreparties en termes d'emploi. C'est bien tout ça, alors c'était une belle réunion, on attend des choses concrètes sur le terrain qu'on va pouvoir relayer aux salariés, on attend de vraies négociations. C'est dans ce climat de défiance que les négociations vont s'engager. Et c'est un délégué CGT déterminé à se battre qui s'adresse aux journalistes. Moi je voudrais faire une remarque et pousser un coup de gueule sur quand on entend le PDG Philippe Varin qui parle encore tout à l'heure de dialogue social exemplaire. Alors quand on entend dialogue social exemplaire, non, chez Peugeot, c'est le rapport de force qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Le dialogue social, ça n'existe pas. Pour moi. C'est une invention des patrons. Pour faire croire justement qu'on peut dialoguer entre un patron et des ouvriers, des salariés.
Ça, c'est croire dans le dialogue social. Faut être du côté du patron pour y croire. Enfin, quand vous êtes dans un rapport de domination, de dominant à dominé, il ne peut pas y avoir de dialogue. Vous avez des intérêts contradictoires. Vous pouvez discuter, vous pouvez dialoguer à partir du moment où vous instaurez un rapport de force. Sinon, mais ça ne s'appelle pas du dialogue. Ça s'appelle du bras de fer. Les banderoles disent qu'ils se battent toujours contre la fermeture de leur usine. Mais la revendication est devenue irréaliste. Les salariés d'Aulnay vont perdre leur travail. Leur seul objectif désormais, obtenir les meilleures conditions de départ possibles. Ce qu'on demande, c'est que chacun d'entre nous, on trouve un CDI acceptable pour nous à la fin du contrat. Un nouveau mot est entré dans leur vie. PSE, Plan de sauvegarde de l'emploi. Dans les ateliers, les compensations annoncées par la hiérarchie ne sont pas prises au sérieux. Mon chef d'équipe nous a tellement convaincus que c'était l'idéal que je dis mais on aurait dû fermer avant alors. Ils avaient tellement enjolivé la chose que c'était, on ne pouvait pas le croire, c'était trop gros. Il fallait améliorer pour que les conditions des ouvriers dans leur départ, dans leur reclassement, pour les anciens, changent, parce que c'était vraiment le strict minimum légal qu'avait proposé le patron. Sophie a pris sa décision. Elle quittera PSA. Elle ne veut plus travailler à l'usine. Avec elle, tous ceux qui ont choisi de partir se demandent quel est le prix de leur CDI. Ouais. Combien d'argent espérer en échange de la perte de leur emploi? D'accord. D'accord. Et pour les gens qui partent de PSA, il y avait une moyenne ou pas? Il y avait un chiffre? Apparemment, ça serait 130 000, ouais, plus après la prime d'ancienneté. Vous en pensez quoi? Moi, j'aimerais bien. Moi, c'est l'idéal. Hein. Mais je pense qu'on n'est pas dans le pays des bisounours. Hein. Je pense pas que c'est trop réaliste. Mais de toute façon, pour négocier, il faut toujours demander plus. Hein. À l'usine, les salariés se sont mis à écrire leurs revendications. On va lutter, mon ami, on va lutter. Et dans le secret des réunions syndicales, des stratégies s'élaborent. Le prix du départ est le sujet du jour pour les ouvriers de la CGT. Moi, ce que je propose, on fixe une prime pour les gens qui sera mutés à 55. Et la prime pour les gens qui vont partir à 150 000. Comme ça, pliez bien le bras du patron pour qu'il ne pense pas un jour il ferme notre usine. J'entends quelques copains à 150 000, 200 000, jusqu'à 300 000, jusqu'à 400 000, etc. Mais grosso modo, c'est plutôt aux alentours de 100 000, ce qui a démarré au ferrage, montage, plutôt aux alentours de 100 000. Alors je sais pas, peut-être que depuis ça a peut-être changé avec les histoires de 7 milliards, etc. machin, mais voilà, il faut qu'on colle aussi un peu. Hein. Moi j'ai demandé 150 000 au RG, bon il m'a dit j'ai vu la Vierge en 3D. Non, mais je m'en fous, moi je lui dis les actionnaires ils l'ont vu pendant des années quand il y avait des profits en 3D la Vierge. Alors, moi je veux la voir aujourd'hui, c'est tout. On peut demander 200, 300 000 euros, mais après il faut que les gars ils aient envie de se bagarrer, qu'ils sentent que c'est possible, que c'est atteignable. On n'a pas baissé la barre, parce que baisser la barre, ça aurait voulu dire capituler devant le patron et dire c'est pas possible, on accepte son PSE, on accepte d'être mangé à sa sauce, et puis on va à l'abattoir. C'est pas ce qu'on a fait. L'année 2013 commence. Il ne reste plus que 3 séances de négociation. C'est l'impasse. Zéro production. C'est ce qu'indique le panneau lumineux au pied des chaînes. Les salariés en colère ont bloqué les lignes de montage. Ce 16 janvier, aucune C3 n'est sortie de l'usine. En fait, les gens ils ont constaté que la direction, elle ne veut rien donner, quoi. Ça fait 6 réunions qu'on a eues avec la direction, elle n'a jamais rien lâché. Et là, les gens, ils se sentent vraiment trahis, donc c'est ce qui les a poussés à faire une grève totale.
c'est gentil. Quelques centaines d'ouvriers ont débrayé, mais c'est tout juste assez pour bloquer les chaînes. Alors pour tenir, il faut mobiliser les non-grévistes. Bon, les camarades, si vous voulez bien vous rapprocher, on va parler des actions. Il faut qu'on aille voir individuellement tous les gars qui ne sont pas en grève aujourd'hui et leur dire, lundi matin, il n'y a plus le choix. C'est tout le monde en grève. Allez, on va aller peindre un peu. Convaincre les non-grévistes de les rejoindre, Ghislaine et les autres vont tenter de trouver les mots. Dans chaque atelier, ceux qui ne font pas grève se sont réfugiés loin des lignes, dans des bureaux excentrés. Bonjour. Pour nous, c'était une évidence que si on arrivait à motiver et à mobiliser 2000 ou allez, même 1500 personnes sur 2 jours, on pouvait faire changer les choses. Vous voulez pas gagner plus, partir avec quelque chose? Vous en avez pas assez chié là ici? Surtout les femmes? Justement. Justement. Et aujourd'hui, on vous fout dehors comme des malpropres, avec rien. On en a toutes bavé là. Et aujourd'hui, on nous met dehors. Il y a la peur de se faire mal voir, il y a aussi la peur du lendemain. Beaucoup de gens, c'est pas évident de se mettre en grève. Voilà, il y en a, c'est la famille, c'est comment je vais payer mon loyer, j'ai mes enfants, c'est ça qui a empêché beaucoup de gens. Et puis il y en a beaucoup aussi qui ont vu ce noyau assez solide dire bon, ils vont se batailler pour nous. Bon, je pense que les gens étaient peut-être un peu dépassés, surtout ceux qui n'avaient jamais fait la grève. Ils se demandaient comment faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, à qui faire confiance surtout. Bon, moi je vais Azouz, tu fais quoi toi? Moi je vais au montage, après il faut reprendre le car, ouais. Ghislaine, l'ouvrière modèle, celle qui n'a jamais fait grève, choisit de se lancer dans la bagarre et de suivre les consignes de la CGT. Dans ce bras de fer engagé avec la direction, les grévistes d'Aulnay vont chercher le soutien des autres salariés du groupe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir l'usine de Saint-Ouen. L'idée, c'est que la production, elle s'arrête. Et qu'on discute avec les ouvriers. Là-bas, ils ne savent pas qu'on arrive. Vous attendez de l'autre côté, on a gagné. On a un trou dans l'usine, c'est un vrai gruyère PSA. Ça aurait été mieux que les autres sites s'arrêtent, parce que c'est pour eux qu'aujourd'hui on doit avoir peur. Parce que je crois qu'eux, ils n'ont pas compris qu'il y a un de leurs sites qui est sur la liste en haut maintenant. Avant, il y avait Aulnay, mais maintenant, il y en a un autre qui est à la place. 600 salariés travaillent ici, mais il n'est pas si facile de se sentir solidaire de ceux d'Aulnay. Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous sortez avec nous, même ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, oui, ça va vous coûter 1 heure sur le salaire, mais c'est tous ensemble qu'il faut que vous sortiez. Parce que c'est vrai que si vous sortez à 2, 3... Excusez-moi, vous êtes délégué syndical, vous, non? Non. 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 D'accord, il y avait le monsieur qui parlait tout à l'heure, il disait qu'il était délégué syndical, non? Oui, et alors? Non, là, ici, t'as beaucoup de non-syndicats. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Moi, la pression... Voilà, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Moi, on ne met pas la pression. Je suis comme vous, vous êtes là depuis tout à l'heure, vous êtes qu'on est pareil. Alors, laissez-moi m'exprimer. Vous croyez que j'ai pas envie de vous suivre? Vous parlez, la situation elle est difficile. Oui, moi aussi j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des gosses. Je me dis, ok, une journée, peut-être que pour vous, une journée c'est rien. Mais moi je me dis, une journée, ça va me coûter quoi? Je vais pointer au reste du cœur à la fin du mois. Personnellement, à cette époque-là, j'ai pensé que peut-être 10 ans en arrière, moi quand j'étais toute seule avec mes 3 enfants, comment j'aurais réagi? Est-ce que moi, oui, je me serais permis de dire, tiens, Gigi, t'as tes 3 enfants, t'es toute seule à les nourrir, vas-y, fais grève ma belle et mets-toi dans la merde? Non, je crois pas. Je crois que j'aurais eu la même réaction que lui. Je pense que dans la mentalité, en ce moment, dans la tête des ouvriers en général, mais pas seulement en PSA, partout, je pense qu'il y a l'idée que devant le patron, devant la crise, on peut rien faire. On est rentré par un certain endroit. C'est vrai que c'est un vrai gruyère, cette usine de Saint-Ouen. Voilà. Et on va sortir par la grande porte.
La réaction de la direction de PSA ne se fait pas attendre. Profitant de la neige qui s'abat sur la région, elle décide de fermer l'usine. La sécurité des salariés non grévistes n'y serait plus assurée. Sur le sol, quelques traces de pas. Ce ne sont pas celles des ouvriers priés de rester chez eux. Ce sont les pas des vigiles engagés par PSA pour contrôler l'accès de l'usine d'Aulnay. Les grilles se ferment et l'unité syndicale s'envole. Je ne sais pas ce que va annoncer la direction. Apparemment, ils ont envoyé des courriers à la maison où ils annoncent qu'ils reprendraient cet après-midi. On a le CE à 15h30. L'usine, elle est à nous tous. Elle n'est pas une petite minorité et on ne doit pas venir au travail la peur au ventre. Ce n'est pas comme ça que moi je vois la grève. PSA ne peut légalement empêcher l'accès de l'usine aux salariés en grève. Le lundi, la direction du groupe décide de faire revenir les ouvriers. Sous haute surveillance, ils repassent les grilles. Mais ils maintiennent le blocus. Oui, ça va, j'ai froid. J'ai pas mis ma moufle. Non, je t'ai pas dit bonjour. Malgré les divisions syndicales, le mouvement semble ne pas faiblir. Hé Julien, on est à 411. Ça monte, ça monte. On est à 109 personnes de plus qu'hier. C'est à toi? C'est à toi? Non, c'est à qui ça? Tu habites où? Saint-Villiers-le-Bel. Et vendredi, on était à 300. Là, on a récupéré 131 grévistes. À plus. On sent qu'on a grimpé par rapport à la direction. On a un taux 431. Merci les camarades. 400, 500 grévistes. C'est beaucoup, mais encore insuffisant pour peser efficacement sur le cours des choses et faire bouger le contenu du PSE. La direction, elle, s'emploie à marginaliser le mouvement. Une grève minoritaire n'a jamais dépassé plus de 350 personnes et rapidement on s'est retrouvé avec un noyau de 200 personnes. 200 personnes sur les 3000 salariés d'Aulnay. C'est rapidement constaté que de toute façon le droit social, la liberté du travail ne serait pas respectée, avec des menaces pressantes, physiques, psychologiques vis-à-vis de leurs collègues de travail. Et il y a eu des cas, bien sûr, de personnes qui, dans ce contexte extrêmement difficile, se sentaient mal. Il n'y a pas eu de violence à fond. Regardez, même moi, quand j'ai repris le travail, forcément, il y a eu des regards sur moi, des gens qui m'ont regardé, hey, Cash-Léon, qu'est-ce qu'il fait là? Il reprend le travail, c'est quoi ça? Personne n'est venu, personne m'a agressé, personne m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Personne m'a insulté. Ou... Ça aurait pu, et pourtant, je pense qu'il y en a qui n'en pensaient pas moins. Mais il n'y a pas eu cette agressivité. Et le patron a essayé de faire peur un peu aux non-grévistes en leur disant ouais, ces gens-là, ce n'est pas des gens civilisés, faites attention. Ils avaient peur, hein. Ils avaient vraiment peur. Moi, je me souviens, lorsque j'allais en audience, des confrères me dirent « Mais alors, tu les défends, tes voyous ?» Je dis « Mais les voyous, ce sont les autres, ce ne sont pas les miens. Ce sont les autres, ce sont ceux d'en face, les voyous. Ceux qui mettent les gens à la rue, dans la misère, ce sont eux. » À l'intérieur de l'usine, le dialogue social exemplaire prend des allures de guerre de tranchées. Les ouvriers grévistes s'installent au cœur de l'atelier montage, au pied des lignes. Ils investissent un espace qu'ils vont baptiser « Place de la Grève ». Face à eux, des cadres venus de tous les sites du groupe prennent position. Ils sont chargés de les surveiller. Ils ont l'interdiction absolue de parler aux ouvriers. Ce tête-à-tête obstiné, toujours à la limite du dérapage, va durer plus de 4 mois. Moi, j'ai pris ça comme une forme de provocation.
On nous met 100 cadres là en face de nous, constamment plantés là, qui vous regardent, qui vous parlent pas. C'est limite si au niveau des regards, ils osent supporter votre regard. Quand on va leur parler, même gentiment, c'est des gens qui vous répondent pas. Et ils ne bougent pas. Ils sont statiques toute la journée. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Il y a eu spontanément, toutes les semaines, des salariés, des ouvriers, des techniciens, pas que des cadres, pas des bataillons de cadres, des techniciens, des employés, des ouvriers qui sont venus de tous les sites pour dire on ne peut pas laisser ce qui se passe dans l'usine d'Aulnay se faire parce que vous avez 200 personnes, un noyau minoritaire qui non seulement empêche un processus négocié, mais en plus qui jette l'insécurité dans une usine. Dans ces cas-là, madame, vous n'avez pas d'autre choix que de faire appel à la solidarité interne. Je pense que ça a fait monter la tension d'un cran. Et je pense que c'était fait pour ça aussi. C'était fait pour faire monter la tension, je pense, pour donner de mauvaises images aux grévistes. On a senti que le patron, je pense, espérait qu'il y ait quand même confrontation. Qu'il y ait vraiment ce petit truc qui fasse tout pencher d'un côté, qui leur permette ensuite d'intervenir comme ils veulent, faire rentrer, je sais pas moi, CRS, ou que ça se tape, et puis voilà, ça se tape, on se débarrasse de tous les grévistes, et on a réussi notre coup, 500 personnes en moins à redispatcher dans d'autres usines, ou à qui trouver un avenir, entre guillemets. Je pense que c'était un peu leur souhait. Ils n'ont pas réussi, tant mieux quoi. Chaque matin, le même scénario. Les ouvriers grévistes s'affrontent à une hiérarchie muette. Leurs chefs directs, ceux qu'ils côtoyaient tous les jours, se font discrets. Seuls les cadres venus des usines de Sochaux, de Rennes ou de Mulhouse s'efforcent de démontrer que les lignes fonctionnent encore un peu. Au compte-gouttes, les C3 sortent des chaînes. Fais gaffe. Reste là. Non, on la monte. Oh, non, on la monte, la carte. On l'a, notre carte. Guerre des images, guerre des nerfs. L'affrontement s'organise. Je vois cet homme-là qui a l'air complètement perdu. Quelque part, c'est de me dire, mais est-ce que lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui? Il doit se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que lui aussi, je pense qu'il a une famille, il a quelque chose à sauvegarder. Lui, il a choisi une façon de le sauvegarder. C'est en acceptant justement ce genre d'humiliation. La grève ne devait durer que quelques heures, quelques jours. Cela fait plus de 2 mois qu'ils bloquent l'usine. À l'extérieur, les négociations se poursuivent. Eux sont déterminés à tenir coûte que coûte. Soutenez les grévistes, soutenez la grève. Les salariés ouvrent les portes des péages. Opération péage solidaire aujourd'hui. Versée à la caisse de solidarité des travailleurs de Peugeot Citroën Aulnay, en grève depuis le 16 janvier contre la fermeture de l'usine. Bonjour. C'est le PSA Aulnay, ça fait 2 mois qu'on est en grève, on vous demande le soutien. Un petit soutien financier. Bah déjà, c'est sympa madame. Alors là, tenez, on vous donne un petit cadeau. C'est une de nos manifestations dans l'usine. Bonne route. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. On attaque les gros là. Privés de salaire depuis janvier, l'argent est devenu le nerf de la guerre pour les grévistes d'Aulnay. Au péage des autoroutes, devant les gares, les stades, les grands magasins, partout où c'est possible, ils en appellent à la solidarité. 2 ou 3 fois par semaine, ils organisent des quêtes. Les dons arrivent d'un peu partout.
et Serge est chargé de la comptabilité. Il y a 2300 là-dedans. Oh, il faut prendre un chariot là, je vais me tuer le dos là. En plus, j'ai même pas de sac. Un trésor de guerre qui finira par atteindre 900 000 €. Ah, tu l'as pas ouvert encore? Si, elle a été ouverte. Voilà, en vous souhaitant bonne réussite dans votre combat de la part d'un retraité de la Réunion. Voilà. T'as vu ça? Retraité. On est même de la Réunion, on nous entend parler de nous. Tu vois, Marseille. Chers camarades, une petite contribution pour votre grève, tenez bon courage. Tu vois, 100 €. Voilà. Non, encore. Quand ils vous écrivent, lâchez pas parce qu'on est là derrière et on est fiers de vous, ça donne encore plus la pêche. Même s'il y a 1 € dans l'enveloppe, rien que pour ça, on va se battre, quoi. Loin des syndicats, Franck a trouvé une autre manière de se battre et de faire parler de l'usine. Dans le secret de son atelier, il a mis des mots sur la colère des ouvriers. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois. Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay. Il a écrit la bande-son de la fermeture d'Aulnay. Son rap fait le buzz sur Internet. C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France en 20 ans. Tout est parti d'un document trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement. Écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Braquage verbal, menteur depuis le début. Notre patron a plus de vices que les dealers de nos rues. La colère monte, il y a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs on mémorise, aucun condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent de sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient mais de ses griffes. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. Peugeot, Renault, non, tout le monde se reconnaissait dedans. Tout le monde a compris que même si je criais PSA dans la chanson, finalement, ça regroupait tout le monde. Que tous les ouvriers de France, finalement, se retrouvaient à travers les mots du refrain. Et c'est ça qui est malheureux. C'est que finalement, on en parle aujourd'hui sur PSA, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Là. Les gens, ils sont en détresse. On est parti à Florange, c'est la même chose. J'avais l'impression qu'à Florange, quand je chantais la chanson, au lieu de PSA, presque, je disais Florange. Vous voyez, c'était incroyable. Les gens étaient à fond dedans, parce que quand on dit tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise, c'est la même chose pour tout le monde. Nous sommes le 18 mars. Ils se battent depuis 9 mois. La partie est bientôt finie. Dans les bureaux du siège de PSA, avenue de la Grande Armée, 5 syndicats, FO, CGC, CFTC, CFDT et le SIA sont en passe de donner un avis favorable au plan social. La CGT s'y refuse toujours. La colère de ceux d'Aulnay a un goût de cendre et de pneus brûlés. Ils demandaient un CDI pour tous, des indemnités de départ conséquentes. PSA a le sentiment d'avoir accordé le maximum. Au final, l'accord qui a été trouvé, il a été trouvé avec 5 organisations syndicales sur 6. C'est-à-dire que l'essentiel, la majorité, la grande majorité des salariés et des organisations syndicales se sont rapidement trouvés sur le contenu. Et tout de suite, s'est imposée l'idée dans cette négociation qu'il fallait qu'une grande partie des salariés d'Aulnay puissent bénéficier en réalité d'une mobilité interne, d'être reclassés en interne chez PSA. Donc, si vous voulez, ce qui a fait avancer finalement l'avenir des salariés, le reclassement, c'est la négociation, c'est le dialogue social. Et ça s'est très bien passé avec les organisations syndicales. Ce n'est pas une négociation. Il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas de négociation collective. Il faut quand même être clair. Il n'y a pas de négociation collective. Il y a des employeurs qui amènent sur la table des accords qu'ils ont préparés dans le secret de leur cabinet et qui disent c'est ça ou rien. Vous avez une toute petite marge, c'est celle que nous vous avons préparée.
Et l'accord qui a été signé, c'est ce qu'avait prévu PSA dès le départ. Et les syndicats qui ont signé cet accord, à mon sens, se sont déshonorés. Jean-Pierre Mercier, le délégué CGT, quitte la réunion et face aux caméras et au micro, a un peu de mal à cacher son émotion. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que les délégués centraux qui vont signer cet accord de la honte, ils viendront jamais à Aulnay. Ils viendront jamais devant les salariés s'expliquer. Parce qu'ils ont honte de leur signature. Parce qu'ils savent que dans l'atelier, tous les salariés ils sont contre cet accord. Et qu'ils n'auront pas le courage de leur signature. Moi, c'est ça qui m'écoeure le plus quand je les regarde dans ces réunions-là. C'est qu'il y a des beaux discours devant la direction, mais devant les salariés, il n'y a personne. Les autres syndicats, c'est les champions de la discussion. Ceux qui ont signé le PSE, c'est les champions de la discussion. Ils ont discuté. Ils ont discuté pour pondre un PSE low cost. Ils ont discuté pour signer un PSE qui fout des milliers de gens à la rue. C'est ça, discuter. Je pense que de toute façon, on est des millions à en faire l'expérience tous les jours. Voilà, le patron, c'est le patron. Au terme de ce plan de sauvegarde de l'emploi, 1000 des 3000 salariés d'Aulnay vont être reclassés dans le groupe. Les syndicats signataires de l'accord ont la conviction d'être allés au bout de la négociation. Alors je ne peux pas dire que je suis entièrement satisfaite des négociations parce que je mentirais. Maintenant je vois que de toute façon ils n'iront pas au-delà malgré tout ce qui peut être fait et tout ce qui a pu être fait. Et aujourd'hui la majorité des salariés d'Aulnay nous demandent en fait que ça s'arrête. À l'usine, ils sont 180 à refuser de rendre les armes. Pendant encore 2 mois, la place de la grève demeure leur lieu. La chaîne est toujours silencieuse. Et les salariés non grévistes, qui sont restés très discrets pendant le conflit, attendent patiemment la fin de l'usine. Les grévistes d'Aulnay finiront par obtenir 19 700 € de plus sur leurs indemnités de départ, pour autant qu'ils quittent l'usine avant le 31 mai. Rigole, Zizou. Rigole, petite souris. On va bien se marrer. Non, la fermeture de l'usine, on est loin du compte. 130 000 € pour tous, enfin 100 000 plus... oui, on est loin du compte. Mais on n'a pas de regret à avoir parce que, de toute façon, je vais répéter ce que dit souvent un camarade, les seules luttes qu'on perd, c'est celles qu'on ne mène pas. Nous avons fait la démonstration, nous avons fait la preuve que des ouvriers acculés, dos au mur, ils peuvent se relever, ils peuvent avoir cette énergie de faire face à son patron et de dire tu me boufferas pas comme ça, je me laisserai pas faire. Et rien que ça, c'est une victoire. Début juin, l'usine commence à se vider. Le dernier jour est arrivé pour Sophie, c'est l'heure de dire adieu aux copains. Merci à vous. Tu vas nous manquer. Hein. Des bons et des mauvais moments, des moments difficiles. Oh, j'en garde un bon souvenir. On n'a pas trop. Non. Ça te fait combien, toi, de PSA, en fait 12 ans. Donc, en fait, tous les moments cruciaux de ta vie sont passés, tu bossais chez PSA. En travaillant ici, ouais. Sophie s'en va avec 60 000 € d'indemnité. Comme elle, 500 salariés profitent du bonus financier obtenu par les grévistes et quittent le site avant les vacances. À peu près. Toujours là. Pour l'instant, combien de temps je suis pas là. Ça va, Sophie? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se passe? Elle est contente. Pourquoi? Ah, tu t'en vas, c'est vrai? Ah, c'est pour ça. Ah ouais, pour la moitié de la vie. Hein. Bonne continuation, Sophie. Bon courage pour la suite. Courage chez toi, c'est dur. Tu peux pas te barrer, toi? Il est encore trop tôt pour dire combien de salariés finiront à Pôle emploi. En outre, beaucoup ont choisi de partir. Les gens sont mis dans une insécurité terrible à titre individuel. Et ils essaient, avec le tout petit pécule qui leur est donné, d'envisager un avenir très incertain.
Des fois, on rigolait, on se projetait en disant, bah dis donc, quand tu seras une petite vieille sur ta ligne, voilà. Mais là, ça, on le vivra pas. On le vivra pas, et on le vivra d'autant moins que la plupart sont partis à l'extérieur. Salah, lui, restera dans le groupe. Il s'apprête à quitter Aulnay pour rejoindre le site de Mulhouse en Alsace. Sophie a pris son destin en main. Elle va passer son bac et apprendre un nouveau métier, la logistique. Dans 1 an, elle partira à la recherche d'un nouvel emploi. Franck a décidé de devenir auto-entrepreneur et de se consacrer à sa passion, la musique. Il laisse la chaîne loin derrière lui. Dans quelques mois, il saura s'il a réussi son pari. À 50 ans, Gigi n'avait aucun espoir de trouver du travail à l'extérieur. Elle reste à PSA. Lundi, à 5h30 du matin, elle prendra son service à l'usine de Poissy, en attendant la suite. Une photo de plus, la dernière pour se souvenir de cette usine d'Aulnay dont elle était si fière. Ça peut plus durer. Il y en a qui la connaissent, ça, là? Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit de limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin, responsable véreux, il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y a des larmes et y a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous mais c'était pas d'actualité. Et y a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser. PSA a distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires. Ceux qui fabriquent les chefs, ceux qui fabriquent les mots, c'est pas les actionnaires, c'est nous. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, dépris, malaise. Ça peut plus durer. Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement. Ça peut plus durer. Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement. Ça peut plus durer. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? On lâche rien. Jusqu'au bout. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. PSA, politique au service d'actionnaires. PSA, patron saboteur d'avenir. Votre semaine sur LCP. Mercredi, question d'info présentée par Frédéric Aziza. Jeudi société, pédophilie, de la pulsion à l'interdit. Vendredi monde, la malédiction de naître fille. Bonne semaine sur LCP. Je pense que c'est surtout une volonté du président de la République de rassurer. À cette question que j'ai posée à l'Assemblée nationale au Premier ministre, il n'a jamais répondu. On a toujours les mêmes propos et il y a toujours la même inaction. Faites monter les affrontements et probablement les gens vous suivront. Simplement le pays meurt. Un ton, une exigence, un rendez-vous. C'est Questions d'info en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, mercredi à 20h30. La séance est ouverte. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, calmez-vous. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur François André. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, depuis 2012, notre stratégie est entièrement tournée vers le redressement des comptes publics et de l'économie au service de la croissance, de l'emploi et du modèle social français. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, puisque la Cour des comptes, dans son rapport sur l'exécution budgétaire pour l'année 2013, montre que les engagements en termes de dépenses sont en deçà des prévisions. Dans le même temps, le déficit budgétaire est lui aussi en recul de 12 milliards d'euros par rapport à l'exercice 2012. Monsieur Sarkozy et la droite ont creusé inconsidérément les déficits, nous les réduisons. La nouvelle étape, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le président de la République en janvier et qui sera bientôt mis en œuvre. Il comprend un volet en faveur de la compétitivité des entreprises, déjà grandement initié par le CICE,
et un second volet qui viendra soutenir les ménages les plus modestes par des mesures fiscales et sociales. C'est le sens du collectif budgétaire Avenir. Les Français les plus modestes vont ainsi recevoir les contreparties aux efforts qu'ils consentent au quotidien pour notre pays. C'est ainsi plus d'1 milliard d'euros en faveur des ménages les plus fragiles qui sera consacré à des baisses d'impôts, permettant ainsi un regain de pouvoir d'achat dès cette année. Ce sont aussi des baisses de cotisations salariales pour les salariés du privé et les fonctionnaires à partir de janvier 2015, ou encore des diminutions de cotisations aux artisans, aux travailleurs indépendants et aux PME pour soutenir leur activité. Alors, Monsieur le Ministre, à la veille de l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2014, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures précises seront prises afin de poursuivre cette stratégie au service du redressement, de l'emploi et du pouvoir d'achat, préoccupation première de nos concitoyens? Je vous remercie. Monsieur le député François André. Oui, au cours de ces dernières années, nous avons réduit progressivement, mais sûrement, le déficit de la France, qui était arrivé à des niveaux absolument insupportables avec la politique qui était menée précédemment. Mais notre politique ne consiste pas simplement à diminuer les déficits, ce qui est nécessaire. Notre politique consiste aussi à soutenir le tissu productif français pour que les entreprises françaises puissent produire plus en France de produits qui correspondent aux besoins des Français, au goût des Français, mais aussi qui soient capables de se battre sur le marché européen et sur le marché mondial. Notre politique, c'est aussi de soutenir le pouvoir d'achat des plus humbles des Français, des plus modestes des Français, en particulier de ceux qui se sont mis à payer l'impôt sur le revenu au cours de ces dernières années, alors que leurs revenus n'augmentaient même pas. Et dès demain, avec le Conseil des ministres, l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi de finances rectificative, la semaine d'après, avec l'adoption du projet de loi de financement à la sécurité sociale rectificatif, nous allons apporter des réponses concrètes et qui seront ensuite soumises à votre débat et à votre vote. Ce sont, vous l'avez dit, plus d'1 800 000 contribuables, foyers, qui vont sortir de l'impôt sur le revenu. 1 milliard de baisses d'impôts pour les plus modestes. Ce sont les baisses de cotisations dès le 1er janvier prochain, là aussi pour ceux qui touchent les salaires ou les retraites les plus élevés, avec plus de 2,5 milliards de baisses de cotisations du pouvoir d'achat pour les plus modestes. Mais c'est en effet aussi tout ce plan en faveur des entreprises, parce que ce sont dans les entreprises que peuvent se créer les emplois, parce que c'est dans les entreprises que les investissements nouveaux peuvent être financés. C'est la baisse des cotisations, c'est la baisse de la fiscalité qui pèse trop sur les entreprises et qui ne permet pas suffisamment de création d'emplois. Voilà le programme qui est le nôtre. Nous rentrons dans le dur. La parole est à Monsieur le Président Bernard Accoyer. Monsieur le ministre de l'économie et du redressement productif, la commission d'enquête sur le coût de la filière nucléaire et la fermeture de Fessenheim a démontré que la filière nucléaire est un atout pour la France. Un atout pour notre indépendance énergétique, l'atout de l'excellence d'une filière industrielle de renommée mondiale, comptant 400 000 emplois directs et indirects, un atout pour le coût de l'électricité, c'est-à-dire pour le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Un atout pour la lutte contre le réchauffement climatique, où la France est en pointe. La promesse de François Hollande en campagne, résultat d'un marchandage électoral avec les Verts, de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique et de fermer la centrale de Fessenheim, apparaissent aujourd'hui comme une aberration économique, sociale, totalement irresponsable. Irresponsable quant à l'approvisionnement électrique de la France, irresponsable quant à l'emploi industriel et la compétitivité des entreprises, irresponsable quant au coût pour les finances publiques de plusieurs centaines de milliards, dont près d'une dizaine pour le seul démantèlement de Fessenheim et ses quelques 2200 emplois directs. Monsieur le ministre, comment entendez-vous défendre dans la future loi sur la transition énergétique nos filières industrielles, nos entreprises et nos emplois? Monsieur le Président Accoyer, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez participé, Monsieur le Président, à la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Nous avons eu d'ailleurs un débat très constructif sur ce sujet.
L'Assemblée nationale, vous le savez, sera prochainement saisie du projet de loi de transition énergétique qui va permettre de fixer le cadre du nouveau modèle énergétique français. Et comme vous l'avez dit, sur les performances de la filière nucléaire française, je ne souhaite pas que les énergies soient opposées les unes aux autres. Nous avons des forces industrielles, nous avons des savoir-faire dans cette filière, nous avons 200 000 salariés, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers de très grande qualité. Nous sommes mondialement reconnus, mais chacun sait, et c'est d'ailleurs l'objectif du texte qui sera prochainement déposé sur le bureau de l'Assemblée, nous devons diversifier nos sources énergétiques dans l'intérêt général. Et je compte vraiment sur des travaux constructifs sur tous les bancs de cette Assemblée pour que les Français, qui au bout du compte payent par leur facture d'électricité les choix majeurs stratégiques que nous faisons, aient le droit à la transparence, à l'information, à la visibilité, car c'est comme cela que nous pourrons construire tous ensemble notre nouveau modèle énergétique. La parole est à monsieur Denis Baupin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Écologie, suite à la commission d'enquête créée sur proposition de notre groupe, le président Brottes et moi-même avons remis ce matin au président de notre Assemblée un rapport sur les coûts du nucléaire. Notre constat est clair, comme celui de la Cour des comptes. Cette énergie qu'on présentait jusque-là comme bon marché coûte de plus en plus cher. Le coût de production a augmenté de 21% en 3 ans et va continuer de croître, et cela sans même prendre en compte l'EPR. Le parc nucléaire actuel doit faire face à un mur d'investissement de 110 milliards d'euros d'ici 2033. Le président Oursel d'Areva lui-même reconnaît l'érosion de la rentabilité de la filière nucléaire. De plus, les réacteurs s'approchent de leur 40e anniversaire. C'est la durée de vie pour laquelle ils ont été construits. Leur prolongation, souvent évoquée, se heurte à des impératifs de sûreté et la rentabilité des investissements qu'il faudrait faire n'est pas garantie. Toutes ces augmentations risquent de peser fortement sur les consommateurs et sur l'économie. La commission d'enquête insiste donc pour que l'État prenne ses responsabilités dans la définition de l'avenir énergétique du pays. Réduire le nucléaire au profit de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables est devenu à la fois pertinent d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Cela peut être une chance pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat des ménages et pour nos champions industriels de l'énergie qui ont déjà entamé leur diversification. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous confirmer que la prochaine loi sur l'énergie donnera les moyens à l'État pour piloter cette transition énergétique, d'une part par une programmation pluriannuelle de croissance des renouvelables et de l'efficacité énergétique et de décroissance du nucléaire, et d'autre part par un droit de regard de l'État sur la prolongation des réacteurs. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, vous avez en effet pris l'initiative d'une commission d'enquête sur le coût du nucléaire qu'a présidé François Brottes. Et soyez-en, avec tous les députés d'ailleurs de tous les groupes de cette Assemblée, chaleureusement félicités et remerciés. En effet, c'est un travail très intéressant qui vient compléter le travail du rapport de la Cour des comptes et qui précède les débats que nous allons avoir sur la transition énergétique. Il est en effet très important de comparer les coûts des différentes énergies pour éclairer les choix du gouvernement et du Parlement, car au bout du compte, ce sont tous les Français qui, par leurs factures, payent ces choix. Et donc, avant la discussion qui va fixer le cadre du nouveau modèle français de l'énergie, car ce nouveau modèle de l'énergie est une chance à saisir, d'abord pour créer des emplois dans le secteur du bâtiment, pour nos artisans et nos entreprises du bâtiment. Ensuite, pour baisser les factures d'électricité et de chauffage, grâce aux travaux d'économie d'énergie dans les logements et grâce à des choix judicieux et éclairés des investissements publics. Il s'agira aussi de diversifier nos sources d'énergie et de répondre aux exigences de lutte contre les perturbations climatiques en réduisant les énergies fossiles. Alors, la production électrique française est actuellement dominée par l'électricité d'origine nucléaire, avec une industrie reconnue mondialement, 200 000 salariés, des savoir-faire exceptionnels de nos ingénieurs, techniciens et ouvriers. Et c'est pourquoi je ne souhaite pas que nous opposions les énergies les unes aux autres, car l'enjeu, c'est de réussir la diversification de ce que l'on appelle le mix énergétique et de préparer l'avenir en accélérant le développement des entreprises industrielles, notamment dans les renouvelables électriques, le stockage de l'électricité, les transports électriques, les technologies d'aujourd'hui et de demain,
le photovoltaïque, l'hydrolien et les batteries. La parole est à monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le Président de la République vient d'annoncer un projet de réforme des collectivités locales. Ce sujet est aux antipodes des priorités des Français qui sont aujourd'hui confrontés à de graves difficultés économiques et sociales. Au regard de ce contexte, on pourrait même parler d'une réforme fumigène. Cependant, votre proposition rencontre une écoute attentive, notamment auprès des élus alsaciens qui pensent qu'il faut en effet, pour plus d'efficacité dans l'action publique locale, revoir le millefeuille institutionnel. Le sort de la région Alsace s'est décidé, semble-t-il, un certain dimanche 1er juin sur un guéridon de l'Élysée. À 9 h du matin, notre région était rattachée à Champagne-Ardenne-Lorraine. À 13 h, on ne touchait plus à l'Alsace et à 18 h, nous fusionnions avec la Lorraine. Vous ne pouvez pas ainsi remettre en cause des frontières administratives qui sont le fruit d'une longue histoire. D'autres régions à forte identité ont été entendues. Nos amis corses ont été reçus par le Premier ministre et le rattachement de leur région à PACA a été abandonné. Monsieur le ministre Le Drian a su se faire entendre auprès du Président de la République, puisqu'on ne touchera pas non plus au contour de la Bretagne. Nous sommes en Alsace, plusieurs députés ont refusé que notre région soit diluée dans un ensemble plus vaste. Mais nous sommes ouverts à la discussion. Les députés alsaciens sont prêts à envisager une fusion entre les deux départements du Rhin avec la région Alsace, éventuellement le rattachement au département du territoire du Belfort si les élus locaux le souhaitent. 14 000 personnes ont manifesté le refus de cette fusion sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, concluez. Monsieur le ministre, une simple question. Concluez. Une simple question. S'il Est-ce vous que plaît, vous vous asseyez. êtes prêt à Vous dialoguer? asseyez. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci. Monsieur le député, merci pour votre question. Je n'ai pas entendu la fin, mais j'ai compris l'esprit de la question. Vous m'interrogez sur la fusion entre l'Alsace et la Lorraine, sur l'esprit de la réforme territoriale annoncée par le Président de la République et le Premier ministre, et je voudrais vous répondre précisément. D'abord, vous évoquez des perspectives qui seraient celles de la fusion des départements avec la région Alsace. Comme vous le savez, ce sujet fait l'objet dans votre région d'un référendum. Certes, le taux d'abstention était relativement important, de plus de 60%, mais les résultats étaient nets puisque la perspective que vous soulevez à l'instant dans votre question a fait l'objet, à l'occasion de ce référendum, d'un rejet par 55% des électeurs alsaciens. Je comprends donc que ce que vous privilégiez n'est pas souhaité par les électeurs du territoire que vous représentez. Deuxième point, je comprends en même temps que dans votre question, il y a le souhait de faire en sorte que, entre l'identité de l'Alsace, qui est une réalité qui s'inscrit dans l'histoire, et son avenir, il n'y ait pas d'incompatibilité. Eh bien, je veux vous dire, monsieur le député, que si nous faisons cette réforme qui intéresse les Français parce qu'ils veulent des régions fortes, c'est précisément pour donner à ces régions qui sont inscrites dans l'histoire de la puissance économique et un avenir. Et à travers les propositions que nous faisons, nous donnons une chance à l'Alsace comme à d'autres régions d'avoir accès à des investissements par un processus de mutualisation des frais de fonctionnement, de pouvoir, sur les filières d'excellence, sur le transfert de technologie, sur l'innovation, de faire le pari de l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'attachement des Alsaciens à leur région, qui est bien légitime, et ce que nous voulons faire avec cette région, en la projetant dans l'avenir et en lui donnant toutes les chances de compter demain. Enfin, je veux vous dire, monsieur le député, que les débats qui auront lieu à l'occasion de l'ouverture de nos discussions à l'Assemblée nationale comme au Sénat seront l'occasion d'aller au fond du questionnement que vous posez aujourd'hui. La parole est à monsieur Patrice Carvalho. Madame la ministre de la Culture, la mobilisation des intermittents du spectacle grandit de jour en jour. Tous les ingrédients sont réunis pour que le conflit vire à la crise ouverte comme en 2003. Les signaux d'alarme qui vous ont été envoyés ne manquent pourtant pas. 90 parlementaires et élus locaux ont écrit à votre collègue Rebsamen. 60 directeurs de théâtre, de compagnies et de festivals se sont adressés au Premier ministre.
de même que 150 cinéastes. Tous vous disent « Ne signez pas cette convention du 22 mars qui, dans la foulée de 2003, aggrave la situation des artistes et techniciens concernés. » Ils ont fait leur compte et vous ne pouvez pas continuer à leur expliquer qu'au final, rien ne va changer pour la majorité d'entre eux. Je rappelle que seuls 43% des intermittents bénéficient d'une indemnisation car les autres ne totalisent pas les 507 heures de travail sur 10 mois et demi et survivent comme ils peuvent. Pour ceux qui sont indemnisés, leurs cotisations vont augmenter de 2 points et le différé d'indemnisation, c'est-à-dire la période durant laquelle ils ne touchent rien, va s'accroître et concernera 48% des intermittents contre 9% aujourd'hui. En clair, la précarité de ces professions est appelée à s'approfondir encore. La colère est d'autant plus grande que ce n'est pas ce que leur avait promis le candidat François Hollande. Il n'est pas trop tard pour tenir vos engagements. Ne ratifiez pas cet accord du 22 mars et examinons sérieusement ce que proposent les intermittents afin qu'ils puissent exercer leur talent. Laissez-nous au moins cette part de rêve-là, madame. Vous le savez, le gouvernement est attaché à l'existence d'un régime d'indemnisation spécifique pour les intermittents, artistes et techniciens du spectacle, parce qu'ils sont indispensables à la vie culturelle et à la vie économique de notre pays, partout dans tous nos territoires. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il était inenvisageable, comme le demandait le MEDEF, de supprimer les annexes 8 et 10. Ces annexes ont donc été pérennisées. Dans le cadre de l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux, et j'insiste là-dessus, le 22 mars, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui se sont fait jour au sein des intermittents. Le gouvernement a entendu ces inquiétudes et c'est pourquoi, afin que la représentation nationale puisse être associée à notre travail pour sécuriser, pour pérenniser un régime d'indemnisation chômage spécifique pour les intermittents, le gouvernement a décidé de confier une mission à Jean-Patrick Gille, une mission de proposition qui va permettre, là encore, de prendre en compte le travail qui a été fait l'année dernière pendant plus de 6 mois par la Commission des affaires culturelles et la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Travail qui avait débouché sur 27 propositions adoptées à l'unanimité de ces 2 commissions. Jean-Patrick Gille aura donc la lourde tâche d'évaluer les effets de l'accord du 22 mars, de faire des propositions pour résoudre les difficultés éventuellement posées par cet accord, de trouver les moyens pour organiser la concertation tripartite entre l'État et les partenaires sociaux qui était prévue à l'automne et qui sera avancée au début de l'été. Bref, c'est une formidable occasion pour que tout le monde se remette autour de la table pour trouver une issue et une issue durable pour les intermittents. La parole est à monsieur Michel Zumkeller. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le Secrétaire d'État, en mars 2013, le Président de la République avait lancé le choc de simplification destiné à apporter des solutions concrètes. 15 mois après, les Français ont subi un choc de fiscalité, mais ils attendent toujours le choc de simplification. Le Président de la République avait lancé l'acte 2 de la simplification avant même d'avoir présenté l'acte 1. L'inflation législative de ces 20 dernières années est devenue insupportable. Les entreprises, les élus, les collectivités locales et l'ensemble de nos concitoyens en sont les victimes. Ces 400 000 normes représentent un coût considérable, de l'ordre de 80 milliards d'euros par an, selon l'OCDE. C'est un frein à la compétitivité et l'attractivité de notre pays et une entrave au développement de nos territoires. Les relations entre les citoyens et l'administration doivent être améliorées. La vie quotidienne doit être allégée de ces contraintes inutiles. Bref, nous devons mettre le service public au service du public. La simplification n'est plus une nécessité, mais un impératif absolu. Il est urgent d'agir pour mettre fin à la situation d'asphyxie à laquelle notre pays est soumis. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez vous-même commis un rapport proposant 50 mesures de simplification, à ce jour restées lettre morte. Est-ce pour nous faire patienter que votre nomination au gouvernement a été annoncée? Ou alors, quels sont vos moyens pour agir concrètement? Et comment comptez-vous faire de votre nomination au gouvernement une chance pour alléger les contraintes administratives de nos concitoyens? Votre question a trait au choc de simplification lancé par le Président de la République il y a maintenant un peu plus d'1 an
et qui, comme vous le savez, concerne à ce jour exclusivement la compétitivité de nos entreprises. Depuis un an, la France s'est dotée, 10 ans après les pays européens les plus avancés en la matière, d'une organisation absolument sans précédent et de moyens tout aussi importants pour s'attaquer à la complexité qui, bien souvent, ralentit la vie économique et donc facteur de perte de compétitivité et aussi facteur d'emploi différé dans le temps. Cette organisation est simple, elle repose sur une méthode collaborative, c'est-à-dire que des entreprises et les administrations définissent les cibles auxquelles il faut s'attaquer, sur des moyens sans précédent, puisqu'auprès du SGMAP et du SGG, une équipe à plein temps est mobilisée sur cet objectif, et sur une évaluation indépendante des résultats de cette politique. Et très simplement, et vous avez bien fait de le dire, cette politique de simplification n'a rien à voir avec ce que trop longtemps on a considéré devoir être une politique de déréglementation. Au contraire, la simplification, c'est rendre le droit clair, lisible, donc efficace. Mais puisque votre question porte plus généralement sur la politique de simplification, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que le Président de la République et le Premier ministre souhaitent que cette démarche soit élargie aux difficultés que rencontrent dans leur vie quotidienne les Français vis-à-vis d'un certain nombre de démarches, et que nous traitions de la même façon les démarches qui irritent les Français pour réconcilier ceux-ci avec leur quotidien et le fonctionnement quotidien des administrations. La parole est à monsieur François Loncle. Les cérémonies de commémoration du 66e anniversaire du débarquement en Normandie ont été une réussite exceptionnelle, saluée unanimement. On a même pu indiquer au reste du monde qu'il ne pleut jamais en Normandie. L'émotion, la ferveur, la reconnaissance étaient au rendez-vous de notre histoire, au rendez-vous de ce que nous devons à nos alliés. Comment oublier ces vétérans dont la présence symbolisait l'immense sacrifice de leurs camarades tués au nom du combat sacré pour la liberté, notre liberté. Mais au-delà de ces moments intenses, les cérémonies du 6 juin ont donné lieu à une séquence diplomatique de grande importance et des initiatives majeures du président de la République française. Plusieurs rencontres bilatérales ou multilatérales ont été organisées, notamment avec Barack Obama, Vladimir Poutine et le nouveau président ukrainien Petro Porochenko. Vous-même, monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec le président Hollande, n'avez pas aménagé vos efforts pour obtenir des résultats déjà positifs. Des avancées substantielles semblent avoir été réalisées sur le dossier ukrainien, notamment l'engagement du président russe de faire baisser la tension dans l'est de l'Ukraine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de quelle manière envisagez-vous la suite des événements concernant la crise ukrainienne? Peut-on imaginer que la promesse tenue lors du débarquement, c'est-à-dire la paix retrouvée, atteigne dans les semaines qui viennent l'est de notre continent? Je vous remercie. Monsieur le député, la plus belle façon de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté il y a maintenant 70 ans, c'est à la fois de commémorer ce qu'ils ont fait et en même temps d'avoir aujourd'hui une action effective pour la paix. Et c'est parce qu'il y avait cette double présence lors de ce qui s'est passé en Normandie que ces cérémonies ont eu un tel impact. Sur la commémoration, je n'y reviendrai pas. Beaucoup d'entre vous étaient là. Je pense qu'elles ont été un succès extraordinaire et une émotion très profonde qui a saisi même les plus endurcis d'entre nous. Et je crois aussi que le fait d'avoir associé la population civile, qui à l'époque avait tellement souffert, est un élément qui a beaucoup compté. Et puis il y a eu l'aspect politique. Je crois que le président de la République française a eu raison, alors que certains lui recommandaient le contraire, de maintenir l'invitation qui avait été lancée au président russe et puis d'inviter le président ukrainien. D'où ces rencontres. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a la perspective, l'espoir de la désescalade. Il y a eu des déclarations sur le cessez-le-feu, des discussions ont commencé qui n'ont pas encore abouti.
Il y a des discussions sur la perspective gazière. Il y a aussi ce qui est en train de se passer en Ukraine, où je me trouvais samedi. Je vous dirais simplement, n'ayant pas le temps d'aller plus loin en cet instant, que la France, qui a été présente pour favoriser cette désescalade, est également présente aux côtés des uns et des autres pour faire qu'elle soit effective. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Doc à Doc, c'est votre rendez-vous documentaire dans un instant. Information politique, débat citoyen. Je vous invite à télécharger l'application Ça vous regarde, vous savez, l'émission interactive sur la chaîne parlementaire. Et vous, les citoyens, eh bien, vous pouvez participer directement. Ces experts, on aimerait bien voir aussi, pas juste un point de vue économique de temps en temps, mais sociologique, culturel. Ce débat-là n'est pas un débat de gauche ou de droite. D'autant pour un carrefour d'actualité en mode interactif. On va garder votre question parce que je pense qu'il y aura une réaction sur le plateau, évidemment. Ça vous regarde, en partenariat avec le JDD.fr, c'est votre rendez-vous quotidien, ce soir à 23h30. S'interroger, regarder, comprendre, documents et témoignages sur notre réalité quotidienne. Pôle emploi, c'est aujourd'hui une chose qui continue à se mettre en place. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Entre 25 et 40. Quand je vois l'évolution qui s'est passée à 30 ans, je me demande ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Doc à Doc Société, c'est votre rendez-vous documentaire pour comprendre un monde qui change, jeudi à 20h30. Les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! Marine Le Pen est élue présidente du Front National. À 43 ans, elle hérite de la flamme. La fille s'est promise de moderniser le parti tricolore, l'ouvrir, le dédiaboliser. Son rival, Bruno Gollnisch, l'éternel numéro 2, la félicite. Désormais, Marine Le Pen devra composer avec lui, mais aussi avec le nouveau président d'honneur, son père. Au moment de céder les rênes, devant plus de 300 médias, le fondateur du parti ne peut résister à un nouveau dérapage à propos d'un journaliste molesté la veille par le service d'ordre du parti. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. La nouvelle présidente arrivera-t-elle à changer l'image du FN, à faire le ménage dans son parti et à le transformer en profondeur? Retour sur un an au sein du Front. Détendue, Marine Le Pen se rend là où elle s'est fait connaître, sur un plateau de télévision. Un exercice qui lui est familier. C'est un peu comme chez moi, tout le monde est dans la cuisine. Marine Le Pen, une candidate aujourd'hui traitée comme les autres. L'art de la formule, une bonne cliente qu'on n'hésite plus à interviewer. S'il m'invite, c'est parce que ça fait de l'audience. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en règle générale toujours invité dans les premières émissions, parce qu'on se sert un petit peu d'un lancement. Bon. De l'audience, mais aussi un chiffre. 20% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Une personnalité incontournable dans le paysage politique. Il y a un événement particulier là aujourd'hui? Ah bah oui, il y a un c'est pour ça. Tout
tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui est issu directement de mon projet présidentiel. Il y a des choses que vous avez en commun, quand même, beaucoup. Ah non, il y a des choses qui sont à l'épuisé, mais ça, on a l'habitude. Hein. Je veux dire, à chaque élection présidentielle, on nous dit que nous n'avons pas d'idées, mais en tout cas, il y a des gens qui savent où les trouver, les idées. Hein, c'est en règle générale dans nos projets. Fin de l'interview, mais Marine Le Pen n'est pas pressée. La candidate se montre toujours très disponible envers les journalistes. Alors, comment vous sentez les choses, là, sur, écoutez, moi, je sais pas. Moi, je sais pas quoi vous dire, parce que, je veux dire, les deux hypothèses sont crédibles. D'autant qu'encore une fois, je pense que cet hiver verra une aggravation spectaculaire de la crise financière. Marine Le Pen, une invitée régulière de Frédéric Aziza, qui n'a pourtant jamais invité le fondateur du parti, une règle pour lui. Oui. C'est vrai qu'il y a une différence. Bon, d'abord, c'est une femme, c'est sa fille, c'est pas le père. Et puis, elle a l'air, en tout cas, de remettre en cause un certain nombre de déclarations, de décisions qui avaient été prises par son père. Donc, si on l'invite aussi, c'est pour voir si elle veut seulement gommer l'image de son père ou si elle veut transformer le Front National. Quelques jours plus tard, départ pour le Sénat. La candidate va lancer sa campagne contre le droit de vote des étrangers, un sujet cher au FN. Oui, Alain, je peux pas faire un direct à BFM avant de parler. À peine partie, les médias se battent déjà pour la voir. Les relations entre un certain nombre de journalistes et mon père étaient des relations de militants politiques et militants politiques, donc des relations parfois qui étaient passionnelles. Moi, j'avoue que j'essaye vraiment de mettre en place des relations qui soient exclusivement professionnelles. Je pense que le journaliste est un vecteur. La télévision, la radio sont des vecteurs. C'est-à-dire que je ne pense pas tant à la personne qui est en face de moi qu'à la personne qui est derrière son écran ou derrière sa radio et qui a besoin d'informations sur mon projet. Arrivée, filmée par une nuée de caméras. Une mise en scène à l'américaine, des militants triés sur le volet, un écran plat, des drapeaux français. En campagne, la présidente du Front fait son show. Mes chers amis qui êtes là, je vous vois quand même. C'est à vous que je suis venu parler. Le droit de vote est indissolublement lié à la nationalité. C'est ça que je vais faire tout au long de la campagne présidentielle avec vous. Nous allons nous battre pour rendre au peuple français son pays. Une opération millimétrée, une com bien rodée qui sera surtout bien relayée. Le FN, un parti désormais banalisé. À Paris, Marine Le Pen a réussi son ancrage dans les médias nationaux. Au niveau local, c'est dans le Nord, en terre socialiste, qu'elle a réussi à s'implanter et à bâtir sa politique. Une politique qu'elle doit en particulier à lui, Steve Riouat, l'enfant du pays. Depuis 2 ans, à ses côtés, la présidente du Front travaille au sein du Conseil régional. Minoritaire, elle gesticule, interrompt et monopolise le micro. Vous m'avez coupé la parole au bout de 20 secondes. Et dans le Nord, la présidente du FN s'est faite une spécialité. Dénoncer un parti socialiste corrompu. À 30 km de là, dans son fief d'Hénin-Beaumont, elle a même réussi à placer le maire en prison. Aujourd'hui, elle tente de récidiver avec la région. S'il y a eu des infractions, eh bien, il est évident que la première des transparences consiste à accepter que la région se constitue partie civile et dépose une plainte dans ces affaires. Madame Le Pen, il y a encore beaucoup d'accusations à faire, à formuler, parce que vous êtes même dans le Pas-de-Calais encore loin du but, y compris dans votre territoire que vous voulez transformer en marécage. Aujourd'hui, c'est 65-35. Monsieur, vous êtes en train de me mettre en cause directement, Monsieur le Président. Je vous rappelle que le Front National a effectivement fait son travail. Il a envoyé un élu pourri en prison. Ça, c'est le travail, effectivement, des élus de la République. Et nous mènerons le combat pour la moralisation de la vie publique. Pour arrêter les vols, les détournements d'argent public qui coûtent à la population qui aujourd'hui est appauvrie. Le FN de Marine Le Pen vient donc désormais chasser à gauche, chercher les voix ouvrières et pourquoi pas celles de l'extrême gauche.
Le Parti communiste est devenu le défenseur des immigrés, des minorités, mais ils ont complètement abandonné la défense des travailleurs, des ouvriers et de toute cette population de gauche qui avait mis un grand nombre d'espoirs en eux. Comme laboratoire, elle choisira donc cet ancien bastion rouge, Hénin-Beaumont. En 2007, c'est ce petit-fils de mineur, Steve Riwa, qui l'a convaincu de venir s'implanter dans cette ville de 27 000 habitants. Et ici, tout le monde le connaît. Alors tu prépares un destin national. Mon ambition, c'est la municipalité d'Hénin-Beaumont, point barre. Le reste... À chaque élection, le Front fait l'un de ses meilleurs scores. La présidente y a même été, avec lui, élue à la mairie. Il faut dire que le terrain est propice. Un ancien maire derrière les barreaux, un chômage qui frise les 17% et des entreprises qui délocalisent. Ex-salarié de Sansoni. Ah oui. Ouais. 200 personnes. Ouais. On a subi beaucoup de préjudices. Les patrons voyous, vous connaissez. Oui, voilà. Voilà, exactement. Aujourd'hui, maintenant, les employés, c'est ça, c'est des Kleenex. Voilà. Donc, on est des pions. C'est tout. C'est le système qui est comme ça, la mondialisation. Et aujourd'hui, ils sont partis en Chine, mais demain, ils trouvent encore mieux que la Chine. Et puis, ils iront ailleurs. Et puis, ils laissent tomber les travailleurs. Enfin, je suis souvent à l'écoute de ce que dit Marine Le Pen. J'ai pas peur de le dire. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Avant, le Nord-Pas-de-Calais, c'était une région industrielle, avec des friches industrielles, avec l'automobile, la mine, le textile, la sidérurgie. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Moi, ce que je veux, justement, c'est qu'on puisse avoir les gens qui ont travaillé dignement, eh bien, puissent être récompensés de leur travail et puissent avoir les dividendes de leurs produits. C'est pas un programme d'extrême gauche? Non, non, c'est un programme de patriotisme économique. Loin du bassin minier, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Au QG de campagne de Marine Le Pen, là où travaille sa garde rapprochée. Donc voilà le pôle Internet. Florian Philippot, c'est l'énarque de la bande, un ancien chevènementiste contacté par Marine Le Pen, qui après un été de réflexion adhère au FN. Aujourd'hui, c'est même son directeur stratégique. Donc le bureau de Marine, si c'est le centre, on va dire, de l'appartement, centre décisionnel. Moi, je discute beaucoup avec Marine. Je vois avec toute l'équipe comment faire pour que le message passe le mieux possible dans tous les sujets. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on fait une vidéo sur Internet? Qu'est-ce qu'on dit dans les meetings? Comment on organise la campagne? Je suis un peu une sorte de chef d'orchestre avec toute l'équipe et en relation permanente de confiance avec Marine. Il y a une jeune footballeuse qui a été rouée de coups et traitée de sale blanche. Alors ce que je dis, je le maintiens, tolérer l'insulte de sale blanc, ça revient aussi à tolérer l'insulte de sale noir. Parce qu'on accepte un racisme qui va de tous les côtés, qui est intolérable. Sa plus belle prise, le médiatique et provocateur Maître Collard, depuis peu président de son comité de soutien. Son rôle, rassembler les personnes extérieures au FN pour la campagne. Ami de longue date de la famille, il a rejoint l'équipe en octobre et sera candidat aux législatives dans le Gard. Il y a d'un côté une espèce de consortium de gens qui ont des intérêts communs, qui sont issus des mêmes écoles, qui sont issus du même mécanisme financier. Et puis il y a le peuple. Ce qu'on appelle avec un mépris, comme un crachat, le populisme. Voyez. Et moi, je suis du côté de ce peuple. Voilà. Comme Marine est du côté de ce peuple, je suis venu la rejoindre pour être à côté du peuple, qui va souffrir de plus en plus. L'homme qui l'a convaincu, Louis Alliot, le compagnon de Marine, la stratégie de dédiabolisation, c'est lui. Le Front National, sans la diabolisation, a toutes les chances d'arriver un jour aux affaires, puisque ces idées ne sont que des idées de bon sens, finalement populaires. Or, la diabolisation a empêché le peuple d'arriver vers nous. Donc il faut tout faire pour desserrer cet étau, et on le voit aujourd'hui, petit à petit, les choses évoluent favorablement. Dédiaboliser pour régner. Pour cela, la présidente du Front a voulu s'entourer de personnalités d'ouverture pour rendre le parti plus fréquentable. Des énarques, des experts, au final peu nombreux.
Il y aura iTélé, il y aura tout le monde. Hein. En gros, le thème de cette action, c'est quoi? C'est d'apporter des bouquins aux socialistes, donc un sur l'euro, l'histoire de France pour les nuls, évidemment, parce qu'ils sont nuls. Fréquentables, ces jeunes en ont tout l'air. Gueule d'ange, look tout droit sorti des beaux quartiers. Ils sont pourtant la nouvelle vitrine du FN façon Marine. Surtout lui, Julien Rochdy, leur porte-parole. Et au Front National de la Jeunesse, aujourd'hui, on aime jouer avec l'image. Il faut le dire sur un ton humoristique. Chers amis socialistes, il est grand temps que vous appreniez, tu vois, il faut que... Vous n'avez pas tous une formation de théâtre, mais il faut le faire sur un ton... Mes chers camarades, enfin on vous offre la biographie et la ligne politique de Marine Le Pen. Bref, plein de choses dont vous pourriez avoir grand besoin. L'objectif de Julien Rochdy, faire des coups à tout prix et passer à la télé. Un bon communicant, chemise et mocassins, au look travaillé. On parle à un maximum de jeunes et ces jeunes qui ressemblent à cette jeunesse française, puisqu'ils en font partie, nous rejoignent et donc ils ont cette tête-là. Mais c'est pas un relookage. Allez, on y va, distribuer aux socialistes qui étudient un petit peu. Direction rue de Solferino. Mais les jeunes militants n'ont pas prévenu la préfecture. Oui, allô? Oui, mais il y a quelques soucis, on est bloqué par la police là. Au final, leur opération aura lieu sur le trottoir, un peu plus loin. Mais ce n'est pas grave, les médias sont là et c'est le principal. Julien peut faire son numéro. Et ils sont en primaire, on le sait quand même pas mal ces derniers temps. Il serait peut-être temps qu'ils passent en classe supérieure. Donc, on leur a porté un livre, Michel Tribala, Les yeux grands fermés, pour qu'ils prennent conscience des problèmes liés à l'immigration, parce qu'il semble bien qu'ils n'en ont pas du tout conscience. D'une certaine façon, c'est de la com', c'est simplement d'aller de s'adresser aux Français, c'est tout. Et aujourd'hui, il y a besoin de passer par cette petite boîte noire pour s'adresser aux Français. Le FNJ, nouvelle génération, média traîné, est devenu l'un des visages de la dédiabolisation. Et on leur enverra les livres par la poste. De ses crânes rasés, par contre, elle n'en veut plus. Pour redorer l'étiquette FN, la nouvelle présidente a promis de faire le ménage. Exclut alors cet homme en chemise-cravate, Alexandre Gabriac, pour ce salut nazi. Exclut aussi Yvan Benedetti pour avoir déclaré être antisioniste, antisémite et anti-juif. Des cadres qui dérangent en particulier pour leur double appartenance au front et à l'œuvre française. Ce groupuscule d'extrême droite au relent antisémite qui tient ici son forum dans lequel nous avons pu pénétrer 1 heure seulement. L'élément non visible, c'est cette pression, cette interdiction qui a circulé pour qu'aucun des éléments du Front National puisse participer à ce forum. Marine Le Pen m'a récemment indiqué que les conditions pour que je reste au sein du groupe Front National étaient que je lui donne ma signature pour les élections présidentielles. Donc bon, c'est un petit peu curieux, étant donné mon sacrifice sur l'autel de la dédiabolisation qui a été fait il y a quelques mois. Une double appartenance tolérée jusqu'à présent. Marine Le Pen, elle, assure y avoir mis un terme. Il y a encore des militants qui appartiennent à l'œuvre française, qui étaient autour de Bruno Gollnisch et qui sont à l'intérieur du Front National. Ancien bras droit du dauphin de Jean-Marie Le Pen, Yvan Benedetti sait de quoi il parle. Présent aux 2 éditions précédentes, Bruno Gollnisch sera bizarrement absent cette année. Je ne tournerai jamais le dos à Bruno Gollnisch, et je le dis et je le répète, on ne peut pas se priver de Bruno Gollnisch. Quand je vois les fonctions qu'il occupe au sein de la campagne électorale, je dis que c'est un véritable gâchis. C'est un véritable gâchis. Mais le rival malheureux de Marine Le Pen n'est pas très loin. À Lyon, dans cette ville traditionnelle, catholique, il est même sur ses terres et siège ici depuis 25 ans. Ce jour-là, nous le retrouvons en train de coacher son poulain, Alexandre Gabriac. Alors, tu parles d'une voix égale et tu ne tombes pas dans les provoques. Madame Isabelle, votre court rapport pour vous donner un encouragement dans votre démarche de compréhension et de remise en question de la mondialisation. On est gentil. Je vous remercie. Très bien.
Très bien, très bien. Le jeune conseiller prend donc toujours la parole au nom du Front, tout comme Olivier Wissa, pourtant lui aussi exclu du parti. Des radicaux qui continuent de siéger au conseil régional au sein du groupe FN, une situation qui met mal à l'aise. Je souhaite que ces élus restent comme apparentés au groupe Front National et qu'on ménage plus tard peut-être des réconciliations ultérieures. Je pense personnellement que le pardon mutuel des offenses est non seulement moralement louable, mais politiquement utile. Ils disent que derrière ces exclusions, c'est vous qu'on vise. En avril, par exemple, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Je crois qu'on va arrêter là, parce que, voilà, vous êtes venu me parler